Bonjour à tous, bienvenue sur Top Sport pour le débrief de ce qui commence à... On commence à sentir la fin, là, on commence à sentir la fin de ces playoffs. C'est la fin pour Eupen déjà, en playoff 3, en playdowns, comme on les appelle, en relegation playoffs, je sais pas, on sait plus trop ce qu'il faut utiliser comme terme maintenant. Ça commence à sentir bon pour le club de Bruges, qui a été gagné à l'Antwerp, et qui profite. C'est probablement le grand gagnant du week-end, pas vraiment avec la manière du côté de l'Antwerp, mais le match nul dans le derby de Bruxelles clairement fait que Bruges est le gagnant du week-end. Et puis voilà, pour parler de tout ça et de cette 7e journée de play-off, c'est bien ça, 7e journée de play-off. Bien, j'ai avec moi un panel un peu réduit cette fois-ci, parce que François Garit doit parler de la finale de la Coupe, et donc il est à Anvers aujourd'hui pour aller faire un reportage là-bas, c'est ça. Donc j'ai Bruno Govers avec moi. Bonjour Florent. Où est-ce que tu étais ce week-end, Bruno ? J'étais devant la télé. Devant la télé. Oui, j'étais devant la télé. Voilà. J'ai accumulé les matchs, voilà. Parfois on voit mieux les matchs devant sa télé, honnêtement. Hein. C'est quelque chose que je me suis déjà dit à plusieurs reprises. On a plus, notamment pour les hors-jeux, pour les replays, tout ça, on a une meilleure vision. On est avantagé. Voilà, on est avantagé, c'est vrai. Et Julien, qui était notamment à RWDM Charleroi avec moi. On a assisté à la débâcle du RWDM, honnêtement. C'était incompréhensible ce qui s'est passé ce samedi à Molenbeek. Lamentable, on peut le dire. C'était leur pire match depuis longtemps. En tout cas, la première mi-temps. Deuxième mi-temps, c'était un peu mieux, mais la première mi-temps était absolument catastrophique. Rien à garder. Donc voilà, on va se lancer directement dans un petit top et flop du week-end. Je vais commencer par toi, Bruno. Ton top, ton flop. Mon top, c'est Bruges. Mon top, c'est Bruges. Bruges qui, à la fin du mois de mars, comptait 20 points de retard sur l'Union. Ouais, et qui maintenant se retrouve en tête avec 2 points d'avance. Clairement, depuis le début du printemps, c'est l'équipe. C'est vraiment l'équipe performante à souhait, qui a trouvé la bonne carburation. Vraiment, le changement d'entraîneur a été payant. Ronny Della, qui avait quand même fait des bonnes choses au Standard, il ne s'est jamais retrouvé à Bruges. Et là, on a Nicky Hayden, le remplaçant, qui fait beaucoup mieux que Della finalement, qui a remis les choses en place. Et moi, ce qui me sidère quand même, au-delà du 19 sur 21, au-delà du football, c'est de voir la richesse à quel point. Enfin, ce qu'on ne comprend pas, c'est que cette mayonnaise n'est jamais prise avec Della. Bon, parce qu'on disait toujours, chaque semaine, oui, il cherche, il n'a pas trouvé d'entre-jeu, il fait ceci, il fait ça. Et ici, Nicky Hayden, lui, d'un match à l'autre, il change 5 joueurs et ça pose aucun problème. Quand c'est pas Spiller, c'est Ordonez. Quand c'est pas Vetlesen, c'est un autre. Et ça tourne sans vraiment problème. Il a même été privé de Scovolsen pour quelques matchs. Ici, il est revenu, Scovolsen, il a marqué immédiatement. Il a répondu parce qu'il y avait des rumeurs qui disaient que c'était fini, qu'il y avait une brouille entre lui et le staff. Pas du tout, il est de retour dans l'équipe, il marque. Oui, vraiment, c'est... Et donc Bruges, oui, c'est vraiment monter en puissance au bon moment. Et puis aussi peut-être ce petit coup de chance. Voilà, leur premier but à l'Antwerp, ce ballon dévié, c'est quand même important pour ouvrir le score. Et puis on se souviendra également de cette phase à l'Union, avec ce dégagement de Maurice, qui fait le bonheur de Vetlesen. Donc je crois que oui, ils ont le petit brin de chance au bon moment, mais tout ça lié à une classe certaine qui fait que c'est vraiment l'équipe du moment. Et puis pour le flop, le flop, comment ne pas citer le Standard, on pensait avoir tout dit, avoir tout vu, mais franchement, ils vont devoir boire le calice jusqu'à la lie. Et même aucune victoire en play-off 2 pour le moment. Standard, non, c'est catastrophique. En plus, l'horizon s'obscurcit puisqu'il y a quand même un énorme point d'interrogation concernant 777 Partners. Donc il faut voir ce que ça va donner, mais ça fait quand même 40 ans que
que je suis le foot, et une année comme celle-ci de la part du Standard, c'était du jamais vu. Oui, même en coulisses, on sent que ça commence à peser sur les joueurs, ça commence à peser sur Ivan Leko. Il n'y a pas de joueurs qui sont venus en zone mixte avant une bonne heure après le match, je crois. Leko aussi est arrivé très en retard. C'est juste Marlon Fossey qui est venu en zone mixte et qui a clairement dit aux journalistes, voilà, ce qui se dit en coulisses commence à peser sur ça pèse dans les têtes évidemment, parce que les joueurs ne savent pas de quoi l'avenir sera fait. On parle de retard de paiement, mais il n'y a pas juste ça, parce que vous jouez en sachant que votre saison elle est plus ou moins finie, et donc on peut en parler de Charleroi qui a gagné son match au RWDM, et les joueurs ils savent que cet été il y aura un renouveau, ils savent qu'avec Rick 2000 il y a quelque chose qui va recommencer, et ils préparent le cœur léger la saison à venir. Le Standard, ils préparent le cœur lourd la saison à venir, parce qu'ils ne savent pas si leur club va mettre les moyens, ils ne savent pas si leur entraîneur sera toujours là, ils ne savent pas quel joueur sera encore là. Si le club sera toujours là. Il y a un moment, tout ça évidemment n'aide pas non plus à préparer la saison à venir, et c'est clair qu'il n'y a pas de sérénité en coulisses, il n'y aura pas de sérénité sur le terrain. Absolument, c'est vraiment une vérité fondamentale dans le foot. Julien, ton top et ton flop du week-end? Mon top, c'est la Gantoise, qui est un peu dans l'anonymat total, a remporté les Playoffs 2, donc jouera le barrage contre le 4e. Contre le 4e, oui, tout à fait. 4e de Playoff 1, qui sera peut-être... 4e ou le 5e, si c'est l'Antwerp qui remporte la coupe et qui termine 4e, je crois. 4e ou 5e, donc ce sera peut-être Genk ou le Cercle. Donc voilà, ils sont pas réussi à se qualifier pour les Playoffs 1, et finalement, ils vont peut-être arriver à voir l'Europe via les Playoffs 2, donc ce sera moindre mal. Ils sont presque habitués à faire ça au final, la Gantoise. C'est pas la première fois que ça leur arrive, donc Après, ils pouvaient peut-être avoir des regrets aussi quand on voit le début de play-off que Genk a fait, jusqu'à cet effondrement total sur les dernières journées. Mais voilà, après, ils arrivent en play-off 2 contre des équipes la moitié n'ont plus rien à jouer, et sont là un peu en mode on prépare déjà les vacances. Et puis il y avait que Saatron dans une moindre mesure et Malines. Et voilà, ils ont fait le taf, ils ont réussi à se qualifier pour cette finale de barrage. Voilà, c'est la dernière chose que Van Azebroek, à mon avis, va faire, c'est qualifier le club pour l'Europe. Et alors, dans l'autre sens, mon flop, c'est Eupen, qui après 8 ans en D1 va quitter la Pro League. Après, ils étaient pointés dans les favoris de la descente en début de saison, donc c'est pas vraiment une surprise. Ils avaient même plutôt étonné en début de saison en faisant un 10 sur 15, en s'installant dans le top 6. Et on comprenait pas trop comment, parce que l'effectif était clairement mal équilibré, manquait de qualité à certains endroits. L'entraîneur n'était pas quelqu'un de connu, ni quelqu'un qui... Après, mais il avait encore fait pas de mauvaises choses en Allemagne, donc je veux dire, il avait quand même un CV qui était pas inintéressant. Mais voilà, la sauce n'a jamais vraiment prise, le changement de staff... Enfin non, il n'y a pas vraiment eu de changement de staff, le Kofeld est parti, c'est son adjoint qui a repris l'équipe. Ça n'a pas aidé. Mais il n'y a pas eu d'électrochoc, et l'équipe a semblé être en perdition durant les Playoffs 2 complètement. Donc voilà, c'est une équipe qui va quitter la Pro League, qui va pas manquer à grand monde, parce que pour beaucoup c'était un déplacement qui était lointain. Il n'y avait pas beaucoup de supporters non plus, donc voilà, un club qui reste 8 ans en D1 et qui quitte ça fait comme toujours, à parler de choc, mais c'est une habitude qui va se perdre. Je vais rebondir pour mon top. Moi je vais rester dans les playdowns, je vais tirer un coup de chapeau au Sporting Charleroi, qui est déjà sauvé et qui pourtant a quand même été, sans forcer son talent, sans faire un grand match non plus, mais a été joué le coup au RWDM, a joué son rôle d'arbitre et a pris son rôle d'arbitre à cœur. Évidemment, je pense que Rick 2000, comme nous le disait Xavier la semaine passée, avait à cœur de ne plus être accusé de truquer un championnat ou de fausser les choses, et donc a fait comprendre à ses joueurs qu'il fallait jouer le coup à fond. Je pense que Mehdi Bayat aussi avait envie un petit peu de rendre quelque chose à ses supporters, même si je pense que c'est pas très important à leurs yeux, mais voilà, de finir ces playdowns invaincus, ce serait, je pense, une belle chose. S'ils peuvent gagner les 2 derniers matchs, ce sera pas mal, ce sera envoyer un message et clairement dire que Charleroi n'a pas sa place dans ces playdowns. Et voilà, ils l'ont fait, ils ont été gagnés au RWDM de manière convaincante, ils ont joué leur rôle d'arbitre à fond, et je pense qu'ils le joueront encore à fond contre Courtrai le week-end prochain, donc voilà, c'est appréciable. 2000 n'a pas fait tourner du tout, c'était vraiment l'équipe A qui était sur le terrain, et ce sera encore le cas samedi, donc c'est très bien, c'est la meilleure chose pour tout le monde, je crois, parce que ça veut dire que si Courtrai va chercher quelque chose au Mambourg, ils n'auront pas volé leur maintien non plus.
Et mon flop, là je vais remonter dans les playoffs 1. Mon flop, c'est Genk. Je ne comprends pas comment une équipe qu'on a clairement pointée comme la meilleure de Belgique après les 3 à 4 premiers matchs de playoff 1, comment une équipe qui jouait à un tel niveau avec ses fameux 3 L, El Kanous, El Wadi et El Hadj notamment, comment une équipe qui vous joue à un tel niveau peut prendre 11 goals en 3 matchs, peut complètement lâcher la rampe comme ça. Alors certes, le contre-coup d'avoir perdu ces 2 matchs d'affilée contre Bruges fait que ils se sont déplacés au Cercle de Bruges en ayant pris un coup sur la tête, mais il y a quand même encore une 4e place à assurer, et là le Cercle de Bruges revient à 1 point au final, et Genk doit se rendre à Anderlecht qui doit gagner pour rester dans la course au titre, enfin pas forcément doit, mais ferait bien de gagner pour rester dans la course au titre. Donc voilà, Genk pour moi c'est un mystère, je ne comprends pas comment c'est possible de partir en vrille comme ça après ce qu'ils nous ont montré en début de play-off, et c'est un peu dommage. Donc voilà, on verra s'il y a une réaction d'orgueil en déplacement à Anderlecht le week-end prochain. On va rester dans ces play-off 1 pour l'un des premiers sujets qui nous intéresse, c'est ce derby de Bruxelles. Union Anderlecht, 1 partout. Pas un très bon match honnêtement, je trouve, dans la qualité de jeu. Une mi-temps avec beaucoup d'occasions en première mi-temps. Et puis franchement plus grand chose à se mettre sous la dent, beaucoup d'intensité, beaucoup de nervosité, des équipes qui avaient peur de perdre, hein. C'est toi qui disais ça, Bruno. Je pense que c'est une bonne façon de le décrire. Vraiment la deuxième mi-temps, c'est comme ça que tu peux la résumer. Enfin, il y a eu quelques petits mouvements offensifs, mais tu sentais quand même que les 2 équipes jouaient avec le frein à main. Pourquoi ? Parce que quand il n'y a pas moyen de gagner, autant quand même privilégier le match nul plutôt que perdre, surtout à ce moment-ci de la saison. Non, ceci dit, tout est encore possible. Hein. Donc, je lisais ce matin un commentaire dans le journal flamand, Bruges, il suffit qu'ils gagnent tout et ils sont champions. Anderlecht, il suffit qu'ils gagnent tout, ils sont champions aussi. Absolument. Donc voilà, Bruges est vraiment bien placé, mais je veux dire, les 2 autres ont toujours un coup à jouer. Sûrement Anderlecht maintenant, qui aura l'occasion de recevoir Bruges bientôt. Maintenant, je pense que du côté anderlechtois, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que pour une équipe qui était 11e l'année passée, dont on se demandait ce qu'ils allaient faire cette saison, assurés du top 3 maintenant. Ils sont assurés d'être européens. Oui. Ils sont assurés d'être européens, dû au fait aussi que Genk finalement a joué avec son bonheur, mais tu es assuré d'être européen, tout comme l'Union est déjà assurée d'être européen aussi. Donc je veux dire, c'est déjà une bonne chose, donc ça devrait enlever quand même un peu de pression. Et moi je pense que tout peut encore arriver. La semaine ici, les 2 matchs de mercredi et jeudi, mercredi pour Bruges en Coupe d'Europe et jeudi pour l'Union en Coupe de Belgique, ça peut déjà orienter un peu le match qu'il y aura lundi plutôt, entre Bruges et l'Union. Même si on a vu que le club de Bruges a très très bien géré sa semaine européenne. Bon, ils ont perdu à la Fiorentina, on en parlera un petit peu plus tard, mais ils ont livré un bon match, ils se sont donnés à fond et ils ont très bien géré leur déplacement à l'Antwerp après. Je pense que là, Bruges est vraiment dans une dynamique où ils arrivent à jouer sur les 2 tableaux sans trop de problèmes. Donc avec le coup de boost que pourrait amener une éventuelle qualification contre la Fiorentina, je pense que ce ne sera pas un problème pour. Non, j'espère que pour l'Union que. Ils méritent quand même de gagner quelque chose après ces 3 années vraiment où ils ont produit du beau football, mais où malheureusement à l'heure de distribuer les récompenses, ils ont été les grands oubliés. Donc j'espère que pour eux, il y aura quand même ce petit apport jeudi face à l'Antwerp. L'Antwerp, je ne sais pas ce qui se passe, l'Antwerp, quand on parlait de sérénité, je pense aussi que là, tout n'est plus très, très rose, avec Geysens, avec l'entraîneur Mark Van Bommel, dont on sait maintenant qu'il va partir. Donc tout ça, ça peut quand même jouer. Maintenant, l'Antwerp, dans son match contre Bruges,
c'était peut-être un bon Antwerp par rapport aux semaines précédentes. Il y a de nouveau eu quelques phases. Je pense que l'Antwerp méritait même un deuxième penalty. Donc, bon, ils n'ont pas de chance de ce côté-là. Alderweireld s'est exprimé sur l'arbitrage en disant que oui, parfois c'est du 50-50, mais qu'il avait l'impression que c'était du 60-40 quand il s'agissait d'Antwerp. Donc je ne sais pas quel Antwerp on va retrouver jeudi, si ils vont vraiment tout faire pour sauver leur saison sur ce coup-là. Et oui, voilà, advienne que pourra. Et du côté d'Anderlecht, en fait, un point à l'Union, au vu des performances d'Anderlecht à l'extérieur dans ses playoffs et de manière générale cette saison. C'est 2 sur 12. Oui, bah, c'est pas un mauvais point pris à l'Union pour Anderlecht. En plus, l'Union reste derrière, donc. Et une victoire dimanche, sachant que voilà, Bruges et l'Union s'affrontent lundi. En fait, on pourrait avoir le scénario inverse du week-end dernier où Bruges a profité du partage entre l'Union et Anderlecht. Bah, cette fois-ci, c'est peut-être Anderlecht qui pourrait profiter d'un éventuel partage entre Bruges et l'Union, même si voilà, se rendre à Oyan Bredel. Ça fait quand même quelques saisons d'affilée que Bruges et l'Union que Bruges vient mettre des bâtons dans les roues de l'Union. La saison passée, on se rappelle de. Mais l'année passée, en play-off, l'Union avait fait un match dantesque à Bruges. Hein. Ouais. Donc, oui. Enfin, une saison n'est pas l'autre, évidemment, mais j'avais rarement vu Bruges sur son terrain être malmené à ce point. Mais ici, vu la dynamique de Bruges, ils auront leur public en plus avec eux, ça risque d'être compliqué pour l'Union d'aller chercher la victoire, j'ai l'impression. Oui, je pense aussi. Ouais. Je pense aussi qu'effectivement, là, le club de Bruges est vraiment sur un nuage, comme j'ai rarement vu une équipe être sur un nuage. La dernière fois que j'ai vu une équipe être aussi libérée et jouer de manière aussi dominatrice, c'était le Standard, l'année où ils font 26 sur 30. Et ils terminent deuxième, je crois. Ils terminent deuxième à demi-poids de Genk. Ouais. Donc, pareil, ils étaient arrivés sur le fil, 18 poids de retard avant la division des poids, et puis joue sans pression, et allez, on y va. On domine tout le monde, on perd pas un match. Et Bruges est un peu dans exactement la même dynamique. Ouais. Ils sont arrivés, plus personne ne croyait en eux pour le titre. Ouais. C'était vraiment, ils sont là, ok, ils vont faire un peu de la figuration, jouer peut-être la 3e place. Changement de coach, de très impressionnant, je trouve. Très impressionnant. Et leur match européen, franchement, chapeau. Oui, parce que même à 10, pendant une grosse demi-heure, on a senti la différence d'une équipe qui était à 11 contre 10, mais ça tenait la route, quoi. C'est dommage de prendre ce goal dans les arrêts de jeu, mais c'est pas non plus catastrophique. Ils marquent leur deuxième but quasi dans la foulée de l'expulsion de Raphaël Onyedika. Une expulsion, honnêtement, on peut en reparler. C'est un petit peu, je pense que c'est un petit peu la faute de l'arbitre. Je crois que c'est Oliver, l'arbitre anglais, qui a expulsé Onyedika, qui lui tend son premier carton jaune alors que le joueur est de dos. Visiblement Onyedika, qui est quand même un joueur qui a l'habitude de jouer avec un carton jaune, donc je pense pas qu'il aurait fait une faute aussi stupide dans la foulée d'un premier carton jaune. Ayen l'a dit, il n'était pas au courant qu'il avait tiré une carte. Voilà, il n'était pas au courant que... Bon, après c'est toujours facile à dire pour justifier une expulsion, mais je pense que c'est vrai. Non, mais quand on voit sa mimique au moment de l'exclusion, il tombe des nues. Hein. Ouais, complètement. Il tombe carrément des nues en se disant quoi, moi averti déjà. Non, ça serait une perte pour Bruges pour le match retour parce que c'était une pieuvre. Hein. Oui, il fait une super saison, Onyedika, vraiment. Et je pense effectivement c'est une grosse perte pour le match retour. Et c'est vrai qu'un match nul aurait quand même été idéal avant de recevoir la Fiorentina, mais je pense qu'il y a la place pour se qualifier. Avec son public, Bruges peut vraiment bousculer n'importe qui en fait. Ouais. Surtout dans la période actuelle dans laquelle ils sont, où ils surfent, ils sont sur un nuage, quoi. Ouais. Un petit mot concernant, pour finir sur le derby de Bruxelles, concernant Anderlecht. Brian Rimmer a encore aligné un nouveau milieu de terrain, avec cette fois-ci Ashimeru de Leni Ritz. Là pour le coup on n'est pas du tout dans un milieu de terrain foot champagne à l'Anderlechtoise. Non, mais je pense qu'il a compris que Anderlecht en déplacement, enfin il y a deux visages. Il y a deux visages d'Anderlecht. Il y a Anderlecht à domicile, qui éprouve parfois déjà des difficultés à mettre le pied sur le ballon, mais alors Anderlecht en déplacement, ils sont parfois vraiment malmenés. Et je pense que Rimmer a compris que devant sa défense, il a besoin de deux médians défensifs qui ne peut plus se permettre d'aligner qu'un seul gars, Matsets, et puis opter pour Struikens, et je vais dire Scaron ou Léonie. Non, manifestement, c'est trop léger. Donc pour ces matchs-là, il a besoin de deux tours devant cette défense. Et
C'est ce qu'il a fait ici. Et je pense que c'est quand même plus équilibré, même si dans l'apport offensif, oui, là, il manquera quelque chose. Mais ils ont été tellement malmenés en déplacement. Quand tu vois le match qu'ils ont fait à Genk, ils n'en touchaient pas une. Ils avaient vraiment énormément de difficultés face à l'intensité de l'adversaire. Et à ce moment-là, oui, tu dois assurer tes arrières. Et Ashimeru a fait un très très bon match, honnêtement. Voilà, justement, Ashimeru, il revient loin. C'est pas vraiment mon joueur favori, mais je dois dire que dans ce match-là, il a été bon, il a été précieux. Il était vraiment précieux. Il a fait le boulot qu'il devait faire. Il a tellement fait le boulot qu'il en a même remis d'ailleurs sur le terrain. Il a vomi sur le terrain à un moment, Majid Ashimeru, comme Jan Vertonghen d'ailleurs. Donc je sais pas ce qui s'est passé dans les cuisines du. Vertonghen, c'est pas sa première. C'est pas sa première de vomir sur le terrain effectivement, mais là c'est deux dans la même mi-temps, deux joueurs d'Anderlecht qui se mettent à vomir sur le terrain. C'est quand même. Interroger le cuistot. Oui, parce que là c'est quand même c'était assez saisissant comme image. D'ailleurs on espère pour Vertonghen que la blessure qu'il s'est occasionnée après, qui à mon avis n'a pas grand-chose à voir avec le fait qu'il ait vomi, parce que je pense que c'était un problème plutôt musculaire. On espère qu'il n'y a rien de grave pour Vertonghen parce que ça ce serait une grosse perte. Gattoni est pas mal monté, mais moi je le trouve un petit peu trop rude sur l'homme, Gattoni. Par moments c'était un petit peu trop dans l'impact. Oui, peut-être, mais je veux dire c'est le propre des joueurs sud-américains, argentins, uruguayens, c'est tous des gars, ce sont des teignes. Ouais, tout à fait. Et bon, parfois, côté Anderlechtois, on est un peu trop gentil, je trouve. Et donc, là, ça mène peut-être, je veux dire, cet argument physique qui fait défaut. En fait, comme Vertonghen le dit, l'important dans un match, il faut, en tant que défenseur, gagner son premier duel. Et je me souviens d'une rencontre où j'étais avec Philippe Albert à Newcastle et c'était un match Newcastle contre Manchester United et directement la première action tu as un Alan Shearer qui rentre dans son défenseur et il dit voilà, Alan Shearer a déjà pris l'ascendant sur son adversaire rien qu'au premier contact. Et effectivement, dans la suite du match, tu voyais ce que... Donc, quelque part, un type qui met le pied, qui est peut-être un peu trop rude, c'est pas plus mal dans une équipe anderlechtoise qui est très très gentille. Ouais. Je veux dire, du côté des joueurs qui se font respecter, oui, tu as Gattoni sûrement, Vertonghen aussi. Je veux dire, dans l'entrejeu, peut-être Ritz, mais dans l'ensemble, ce sont des chouettes gars. Ouais, et un petit mot d'ailleurs en termes de joueurs qui se font respecter, ou en tout cas qui ont gagné le respect de tout le monde. Il y a Kasper Schmeichel qui a encore fait un très gros match et qui est pour moi l'homme de ces playoffs avec à Anderlecht dans ce qu'il dégage, dans ses cages, dans les arrêts qui sortent tout simplement. C'est lui qui permet à Anderlecht de prendre un point, je pense, hier, parce que l'air de rien en première mi-temps, même si c'est Anderlecht qui se procure le plus d'occasions, il y a un grand arrêt de Schmeichel à un moment. Sur Amoura oui, c'est ça, sur une frappe d'Amoura qui évite à Anderlecht d'être mené. Je pense que Anderlecht, s'ils sont menés par cette union, dans cette ambiance, ils reviennent pas forcément comme de la même façon. Donc voilà, Schmeichel, je pense, est en train de faire absolument tout ce pourquoi Jesper Fredberg l'a amené à la surprise générale en fin de mercato estival l'année passée. Et vraiment un pari réussi. Donc, il arrive au piquet maintenant. Maintenant, il n'y a pas de problème. Il a retrouvé tout le physique qu'il avait peut-être un petit peu perdu, effectivement, au moment de son arrivée. On va passer d'un Bruxelles à l'autre. On va passer du derby de Bruxelles au match du RWDM. Julien, on était un petit peu consterné à la mi-temps de ce RWDM Charleroi. C'était, le score était de 0-3 à la mi-temps. Avec un but qui a lancé Charleroi, un but qui ne doit absolument jamais encaissé, une frappe de Dari. Hubert a reconnu qu'il avait fait une erreur. Ouais, là pour le coup, Hubert. Mais avant son erreur, il y a Dari qui arrive en marchant tranquillement. C'est incroyable. Quand il met sa frappe, il n'y a personne qui vient mettre de pressing, couvrir ou même fermer. Donc ils étaient complètement amorphes. Même Ferreira l'a dit après le match, je pense qu'ils ont joué avec la peur au ventre. Avec la défaite contre Courtrai la semaine passée, ils avaient une grosse pression en se disant là on a Courtrai qui est revenu à 2 points, on peut plus se louper, et cette pression a fait qu'ils se sont loupés. Ouais, ils se sont loupés contre un adversaire qui pourtant n'aura pas mis de pression, c'est ça le pire. Non, Charleroi a mis facilement le pied sur le ballon, a fait tourner, a joué, a pris confiance
fil des minutes, quand tu as le ballon et que tu arrives à faire tourner, tu te dis ok, ça va, on est bien dedans. Alors que Molenbeek, dès qu'ils avaient le ballon, ça ressortait mal, ça dégageait, c'était imprécis, ça n'allait pas du tout. Donc on avait vraiment un miroir entre une équipe qui était très bien, très calme, et une autre qui était pas bien et qui paniquait un peu dès qu'elle avait le ballon. Et on a vu le résultat. Yannick Ferreira qui a dit après match, on n'est pas encore mort, ils sont toujours là. Mais... Ils sont toujours là, ils ont un point de retard sur Courtrai. Ils vont jouer contre Eupen qui c'est l'équipe la plus faible de ces playdowns et qui est complètement absente. Même contre Courtrai, il n'y a jamais eu un moment où on a pu se dire ok, ils peuvent aller chercher quelque chose. Juste eu ce penalty non sifflé. Fin de match, voilà. Mais voilà, sur 80 minutes, Eupen était nulle part. Et j'ai pas l'impression, même en jouant leur dernier match de la saison à domicile en D1, qu'il va y avoir un réveil ou quoi que ce soit. À l'inverse, Charleroi va jouer le coup à fond. Ils l'ont montré contre Molenbeek, il n'y a pas de raison que ce soit pas le cas contre Courtrai, d'autant qu'ils vont jouer leur dernier match aussi de la saison à domicile, et donc ils voudront offrir une victoire et du beau spectacle à leurs supporters, aussi pour un peu les remercier de les avoir soutenus jusqu'au bout. Et je pense que Charleroi est plus fort que Courtrai. Oui, je pense aussi, oui, effectivement. En tout cas, même dans la dynamique actuelle, quoi. Ouais, donc, voir Courtrai perdre à Charleroi, ou en tout cas ne pas gagner, et voir Molenbeek battre Eupen, est un scénario réaliste. Oui, c'est plausible. Sur papier. Sur papier, sur papier, parce que voilà, la réalité est en parfois fait, différente. la grosse inconnue, c'est pas tellement est-ce que Charleroi va jouer le coup à fond contre Courtrai, est-ce que Courtrai sera plus fort que Charleroi ou pas, c'est est-ce que Molenbeek va être mentalement apte à jouer ce match et aller chercher la victoire. Finalement, ils ont fait leurs 3 meilleurs matchs en début de play-down, quand ils étaient en position de relégable pur, ou en tout cas pas de favori. Et puis une fois qu'ils ont fait leurs 7 sur 9, qu'ils se sont retrouvés, on va recevoir Courtrai, et si on gagne, on est barragiste. Il y a eu comme une peur c'est vrai. Peur de gagner, et peut-être aussi en même temps, ok, 7 sur 9, on est relancé, etc. Peut-être trop plein de confiance. Et contre Charleroi, ils ont eu la peau au ventre. Donc là, contre Eupen, ils seront en mode plus rien à perdre. C'est vraiment leur dernière chance. Ils perdent 0-5 ou 0-1, c'est exactement la même chose. Ils font match nul. Ils sont descendants parce qu'ils seraient à égalité ou pire avec Courtrai, mais qui a l'avantage d'avoir terminé devant au classement. D'accord. Donc ils n'ont qu'une chose à faire, c'est attaquer. Ils ne peuvent faire que ça. Ils doivent gagner. Oui, ça c'est important. En cas d'égalité de points, c'est Courtrai qui est devant. Donc ils sont obligés de gagner. Ils doivent gagner. Il n'y a plus à avoir peur là. Tu te dis, on y va, on perd, on fait match nul, mais on est dehors. On gagne, on doit gagner. Donc pour gagner, il faut attaquer. Donc ils n'auront que ça à faire. S'ils n'y arrivent pas, ils ne mériteront tout simplement pas de rester en division 1 et la descente sera méritée, quoi. Est-ce qu'il y aurait une action spéciale pour le public, comme ils l'avaient fait pour un déplacement, offrir le ils avaient annoncé qu'ils allaient offrir les déplacements, faire des places à prix réduit, etc. à domicile. Et donc on devra avoir quand même pas mal de supporters de Molenbeek là-bas. Ce qui pourrait quand même faire un peu une différence, mais voilà. Sachant que derrière, il faudra encore aller chercher les ressources pour aller gagner ce barrage contre Danes, si je ne m'abuse. Je ne sais plus si Danes qui a gagné ou s'ils ont fait. Non, je pense que le Mal gagne 0-1. Ils font match nul. J'ai vu le résultat, mais je n'ai pas appris. Dans tous les cas, ils vont jouer contre une équipe qui, elle, viendra d'une saison plutôt réussie. Et voilà, se retrouveront. Donc, ce ne sera pas encore fait, quoi. Il y aura encore 2 matchs à aller. C'est ça, mais bon, après, si tu évites au moins la descente directe, tu as déjà. Sur 2 matchs, sur un match contre une équipe de Division 2, tout est possible. Sur 2 matchs, tu as quand même un peu d'avantage. Je pense surtout si mentalement ils arrivent à se sauver, entre guillemets, à éviter la descente avec ce scénario-là. Ils auront un boost mental. En disant, voilà, on a été capable de le faire, on n'est pas mort. Il nous reste 2 finales. Donc, Par contre, en termes de qualité, on a vraiment eu l'impression de voir une équipe de D2 contre une équipe de D1 dans ce RB de D2, voire même plus bas. Parce que c'était, on a parfois des matchs où l'équipe est mentalement est pas dedans, mais techniquement ça va. Mais on sent qu'il n'y a pas d'impact dans les duels, c'est lent, il n'y a pas de rythme. Et voilà, on a eu des matchs comme ça de Molenbeek où on n'a pas l'impression de voir une équipe de D2, mais une équipe de D1 qui était un peu KO. Ici, c'était même catastrophique dans le déchet technique, dans le positionnement. Dès qu'il y a une contre-attaque, où parfois il y avait même des 4 contre 2 en faveur de Molenbeek. Mais le joueur qui avait le ballon, systématiquement, mauvais choix. Il devait jouer à gauche parce qu'il y avait 3 hommes, il allait jouer à droite vers un homme qui était pris, où il essayait de passer en force sur un défenseur et il se faisait avoir. C'était hallucinant de mauvais choix dans tous les sens.
Et je pense que, comme Ferrer l'a dit, il y avait une question de peur. Mentalement, ils étaient paniqués. Et donc, quand on est comme ça, on n'est pas serein, on fait automatiquement les mauvais choix. Oui, effectivement. Et en parlant d'équipes faibles, d'équipes pas au niveau de la D1, on va quand même parler un petit peu de la SE Pen qui quitte la D1 après 8 ans, tu l'as dit, 8 saisons en D1. Voilà, moi je voulais quand même rendre un petit peu hommage à cette équipe qui, voilà, on la moque parfois un petit peu. Effectivement, il y a peu de supporters parce que c'est une région qui est peu peuplée forcément, qui est beaucoup plus tournée vers la Bundesliga. Beaucoup plus tournée vers la Bundesliga, donc en termes de public, c'est difficile probablement de fidéliser un public. Difficile aussi, par exemple, d'attirer éventuellement les supporters de Liège à cause du nombre de supporters, de clubs dans la région de Liège déjà. C'est-à-dire que... Il y avait quand même pas mal de supporters des clubs liégeois qui venaient de temps en temps à Eupen parce que facile d'aller voir un match, facile d'avoir des places et une ambiance assez sympathique, même s'il n'y a pas grand monde. Mais, non, la remontée par exemple du FC Liège a probablement aussi un petit peu changé ça. Voilà, c'est quand même un club qui était dans une sorte de vide, je vais dire, au niveau du public, même si le public qui était présent était un public assez passionné, je trouve. Il y avait plus d'ambiance dans certains matchs à Eupen que dans des matchs parfois, alors beaucoup plus qu'à Moucron par exemple sur les dernières années. Je trouve que c'est un club qui n'a jamais donné l'impression d'être dénué d'âme, comme l'était Moucron à la fin de son passage en D1 malheureusement. Et surtout c'est un club, je trouve, qui a amené des bons joueurs. Voilà, je faisais un petit peu la liste tout à l'heure. Des garçons comme Alessio Castromontes ont commencé leur carrière là, un peu avant il y a eu Clinton Mata. Christian Cabazele qui a explosé là-bas aussi. Tout à fait, oui. Cabazele a commencé quand même Diable Rouge par après. Comme attaquant là-bas, par contre. Oui, c'est vrai. Mais on a eu Agbadou ensuite qui a été transféré à Reims, qui a fait un bon début de carrière là. On a eu Lazare Amani qui a explosé là-bas avant maintenant de devenir le joueur de l'Union qu'on connaît. Hendrik van Krombrug. Tout à fait. Qui avait été transféré au Barça. Voilà, toi Julien, c'est un club qui t'est un petit peu cher parce que c'est vrai que tu as commencé à les suivre. Oui, c'est le club qui m'a permis de découvrir la Division 1 comme journaliste. Donc j'ai commencé à suivre le club l'année où ils sont montés, en 2016, et j'ai fait ça jusqu'en 2022, l'automne 2022. Donc pendant des années je les ai suivis et c'était un club dans lequel c'est hyper agréable de travailler. Club familial, c'est vraiment... Alors oui, ils ont un actionnaire qatari, etc. Il y a une direction qui est allemande, mais quand on est sur place, c'est hyper cool, c'est facile, c'est une vraie ambiance familiale, comme il y a dans peu de clubs. Et ça, c'était vraiment toujours super chouette d'aller là-bas. On était toujours bien reçus, même comme journaliste. Absolument. Oui, c'est vrai. Moi qui suis liégeois, les Eupen, c'était pas un problème, mais je sais que pour les Bruxellois, les Flamands... Pour les ennuyés, moi qui suis de Hatt, voilà. on est à 2h40 de route pour aller à Eupen. Je vous assure qu'on ne le fait pas toujours. C'est loin, surtout quand c'est en hiver, il faisait toujours froid, il y avait toujours du vent. Donc c'était des conditions un peu particulières de suivre Eupen. Mais oui, c'est un club aussi qui est 8 ans en D1, personne ne les imaginait rester autant d'années à ce niveau-là. Il y avait le projet qatari qui est toujours là, mais qui est un peu mort-vivant, entre guillemets, dans le sens où ils mettent l'argent pour que le club continue à vivre, mais il n'y a plus vraiment d'investissement pour grandir. Et c'est un club qui a fait 8 saisons quasiment anonymes en Division 1. Ils ont fait 2 demi-finales de Coupe de Belgique. Il y a eu l'année où ils ont été premiers, deux fois. L'année 2021-2022, où ils font 2 journées où ils se retrouvent premiers, que personne n'attendait. Mais voilà, il y a eu des chouettes choses à Eupen, il y a eu des moins bonnes. Mais comme tu disais, il y a eu pas mal de joueurs sympathiques dans le jeu. Quand ils sont arrivés en Division 1, il y avait Luis Garcia. Ah bah ça c'était probablement un des meilleurs joueurs. C'est, je dirais, Luis Garcia, un des joueurs qui sont arrivés en Belgique avec déjà une carrière derrière eux et qui ont fait le plus de choses dans notre championnat. Alors je rajouterais à ça un Sergio Conceição, un Ahmed Hassan qui avait évidemment déjà gagné des trophées en Afrique, un Memo Ochoa au Standard qui aussi est arrivé avec un statut et qui a fait des belles choses. Mais il y a énormément de joueurs qui sont arrivés en Belgique avec leur carrière derrière eux. Je ne vais pas compter là-dedans les Belges parce que c'est différent de revenir dans son pays, des Mignolet, des Vertonghen, etc. Mais parmi les joueurs qui sont arrivés en Belgique après vraiment avoir une grande carrière, Luis Garcia, c'est l'un de ceux qui ont vraiment ont étalé leur classe sur nos alors qu'il avait 35, 36, 37 ans quand il jouait en Division 1 avec Eupen. Et on avait l'impression qu'il pouvait faire encore beaucoup de bien à beaucoup d'équipes du top en Belgique. Tout à fait. C'était vraiment la classe au pied, la classe sur le terrain, en dehors du terrain. C'était vraiment... il a incarné le projet Eupen qui était là, quoi. Moi, j'ai eu la chance, entre guillemets, par rapport à vous, de connaître Eupen déjà années 70 et 80. Et
En fait, il y a des similitudes avec le cercle de Bruges, en ce sens que quand tu n'es pas riche, tu dois faire preuve d'ingéniosité, tu dois frapper sur le bon clou. Et Eupen, à cette époque-là, c'était déjà le cas. Ils n'étaient pas en division 1, ils étaient en division 2. Ils faisaient mal à pas mal d'équipes et ils avaient un directeur sportif qui avait le nez creux dès qu'il s'agissait d'aller chercher des joueurs. Bon, les noms vont rien vous dire, mais au goal, il y avait un certain Gert Prokop qui était le meilleur gardien de division 2. Absolument. Ouais, on en parle toujours à Eupen de ce gardien-là. Gert Prokop, extraordinaire, extraordinaire. Un attaquant allemand, Ulrich Kalius. Bon, le plus connu, c'était Rainer Gebauer, qui a fait ses classes à Eupen et qui est passé par la suite au Sporting de Charleroi, puis je pense à la Louvière encore. Mais pour vous dire, ils avaient vraiment ce don d'aller chercher des gars et de profiter de leur qualité avant de les vendre à prix d'or. Et déjà à l'époque, c'était vraiment le club sympathique par excellence, mais comme tu dis, vraiment tourné vers l'Allemagne, quoi. Je pense que leur problème ici, c'est que ils ont vécu un peu au-dessus de leurs moyens en Division 1, parce que comme on l'a dit, ils étaient fort tournés vers l'Allemagne, les supporters, donc économiquement, c'est difficile d'arriver sans les Qataris. Il n'aurait. Et on a oublié Guillaume Gillet. Guillaume Gillet. Pour le coup, c'était avant ce passage-ci en D1, évidemment. Mais c'était il y a un peu plus longtemps. Mais Guillaume Gillet, tout à fait, a commencé à la AS Eupen aussi. Et Guillaume Gillet qui racontait que le samedi, ils regardaient tous le Sport Show. Ah bah oui. Oui. Et que les supporters, effectivement, ils allaient à Aix-la-Chapelle ou ils allaient à Cologne. Voilà. Et ça avait même presque parfois un côté un peu exotique pour nous quand c'était Anderlecht Eupen ou un match de ce genre au Charleroi Eupen, d'avoir des journalistes qui parlent allemand en salle de presse. On oublie parfois qu'en fait, on a une communauté germanophone en Belgique et on se retrouve avec des journalistes germanophones qui arrivent en salle de presse. C'était parfois presque rafraîchissant, c'était assez particulier et je tiens d'ailleurs à avoir une petite pensée pour ces déplacements à Eupen où on nous donnait des tickets pour aller chercher notre hot dog avec de la choucroute. C'était particulier. Oui, ça c'est très peu de clubs qui peuvent se vanter d'avoir fait ça, d'avoir offert ça à la presse, peu de moyens, mais vraiment le cœur sur la main, quoi. Ouais. Bah après, peu de moyens avec les Qataris, c'est autre chose, pas vraiment vrai, mais c'était les Qataris ont mis je ne sais pas combien de dizaines de millions d'euros dans le club pour arriver à le maintenir à ce niveau-là, parce que la région économiquement n'est pas viable pour un club de division 1, il n'y a pas assez de supporters au niveau des entreprises qui peuvent soutenir, c'est pas non plus des grosses multinationales, il n'y a pas des grands mécènes, et donc pour arriver à avoir un club qui tient en division 1 avec tout ce que ça implique comme investissement, même en coulisses, c'était compliqué. Chaque année, ils devaient faire des augmentations de capital pour avoir la licence, dire non, l'année prochaine on continuera à mettre de l'argent, etc. Et c'est pour ça que le club n'a jamais non plus vraiment décollé, parce que les Qataris savaient que c'était pas le PSG, quoi. Ils pouvaient pas faire des investissements et qu'ils allaient récupérer leur argent derrière. Il y avait le projet Aspire qui a fonctionné quelques années et puis ça s'est arrêté. Ouais, notamment avec Akram Afif. Akram Afif qui était en division 2, qui était le meilleur, qui était vraiment le meilleur. Le meilleur joueur, mais qui n'a jamais passé le palier après. En division 2, c'était le meilleur. Quand il est revenu une année en division 1, c'était moins ça. Mais ils ont eu Henri Onyekuru, Lazare Ameni qui vient d'Aspire, Moussa Wagué venait d'Aspire. Donc il y a vraiment eu quelques choix de joueurs. Sur la quantité de joueurs Aspire qui sont arrivés, il n'y en a pas beaucoup qui ont réussi. Ceux qui ont réussi ont été vraiment des choix de joueurs. Donc il y avait ce projet là au début, et puis une fois qu'ils ont décidé d'arrêter avec la Coupe du Monde au Qatar qui approchait, et finalement ce projet là n'avait plus lieu d'être, ils ont coupé les robinets, quoi. Ils ont juste mis le minimum pour que le club continue à vivre. Mais ils n'ont plus fait d'investissement. Moi, je me rappelle d'une rumeur folle à l'époque qui s'est avérée en fait être complètement s'est avérée fausse, mais il y avait une rumeur qui disait qu'à l'époque, en 2021, l'AS Eupen allait devenir en quelque sorte une sorte de terrain de U23 qatari, de terrain d'entraînement qatari, où ils allaient faire venir 5 ou 6 internationaux qataris qui comme ça allaient pouvoir jouer ensemble chaque week-end à l'échelle d'une saison de football, en fait, d'une saison de championnat, pardon, et allait devenir en fait le terrain d'entraînement de l'équipe qatari en vue de la Coupe du Monde 2022, afin de pouvoir performer à la Coupe du Monde 2022. Donc c'était l'une des éventualités, l'une des choses auxquelles Aspire avait pensé, c'était de
de transférer 5, 6, 7 internationaux qataris à la SE Pen qui comme ça pourraient s'entraîner et jouer ensemble tous les week-ends. Ça n'avait pas eu lieu parce que je pense que de toute façon, peut-être en termes de légalité, je crois que ça aurait peut-être été un petit peu compliqué à mettre en place, mais voilà, il y avait vraiment eu cette rumeur à l'époque qui finalement ne s'était pas concrétisée, mais je me rappelle ça avait fait les gros titres à l'époque. Encore un mot concernant l'ancienne Eupen que j'ai connue. Le fameux secrétaire général, c'était un certain Paul Brossel, celui qui avait vraiment le regard tourné vers l'Allemagne. Et au début des années 70, quand Anderlecht a voulu se séparer de Jens Steppe, qui avait contribué à la grandeur du club, c'est vers Paul Brossel qui s'était tourné tellement il avait ce feeling pour aller dénicher le talent. Et Brossel, qui habitait Eupen, a dit non, moi c'est Eupen, et mon regard est tourné vers l'Allemagne, je ne vais pas à Bruxelles. Donc, refuser le Sporting, c'est quand même pas mal. Je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup de Pénois à l'heure actuelle qui refuseraient le Sporting si on leur proposait. Voilà. Donc, mais voilà, donc on aura une petite pensée pour la SE Pen. On espère ne pas devoir faire la même chose lundi prochain pour le RWDM, ne pas devoir avoir de petites pensées pour le RWDM qui nous quitterait. On espère, on essaye de rester neutre, mais on est quand même à Bruxelles ici, et voilà, on préférerait quand même garder le RWDM une saison de plus en D1. On a brièvement parlé du Standard, donc je pense pas que ce soit la peine d'en dire plus concernant la situation avec cette 16-7, parce que d'autant plus que pour le moment il y a beaucoup de choses qui se disent en coulisses sur des plaintes, sur des tranches de paiement qui n'ont pas été effectuées aussi vis-à-vis il y a beaucoup de choses, mais c'est encore difficile d'y voir du concret parce que Corée qui a décidé, mais en tout cas si ça se concrétise tout ça, ça pourrait être dramatique pour le club. Oui, tout à fait, ça c'est un sujet sur lequel on va garder un œil, la situation du Standard, mais je vous propose de quitter le championnat de Belgique. J'ai mentionné Coupe du Monde 2022, je vais mentionner maintenant l'Euro 2024 parce que il y a une bonne nouvelle qui est tombée la semaine passée, c'est que l'UEFA a accepté que l'Euro se passe avec des groupes de 26 joueurs et non pas 23. Sincèrement, j'ai regardé les sélections récentes de Domenico Tedesco suite à cette annonce. Je ne vois pas comment Tedesco aurait réussi à... Enfin, il l'aurait fait évidemment, mais je ne vois pas... ça aurait été un casse-tête pour lui de se limiter à 23 joueurs. Parce qu'il avait convoqué 25 la dernière fois. Il en avait convoqué 25 la dernière fois, sans Kevin De Bruyne qui va évidemment reprendre sa place dès qu'il sera... maintenant qu'il est fit, il va reprendre sa place. Sans un Alexis Salemakers qui fait une excellente fin de saison. Sans Hans Van Aken qui pourrait être un des vainqueurs, un des gagnants de cette formule, mais justement c'est ma question. Si vous deviez citer disons 1 ou 2 ou 3 ou 4 Diables Rouges qui selon vous soit grâce à cette annonce sont assurés de faire partie des 26, soit maintenant peuvent espérer, je vais vous demander votre avis, après je vais donner le mien. Julien, je vais commencer par toi. Moi je dirais Van Aken, c'est vraiment le joueur où tu te dis lui avec un élargissement à 26, il y a peut-être une possibilité si tu as blessé quelque part, si Tedesco se dit allez, on va changer, on va le prendre lui à la place d'un autre, à 23 il s'est peut-être dit non, c'est trop compliqué. À 23 c'était impossible, je pense, tout simplement. À 26 tu te dis c'est un profil qui peut être intéressant dans le groupe, par son expérience, par son profil de jeu qui ne correspond à personne d'autre dans le groupe, peut-être un peu De Bruyne, mais voilà, un cran en dessous. Donc du coup c'est le joueur que je vois qui pourrait en profiter. C'est le nom qui me vient à l'esprit aussi directement quand je vois sa fin de saison. C'est le match qu'il a fait à Salonique, je trouve que c'était ahurissant, vraiment ahurissant, oui, vraiment ça. Mais il est toujours disponible dans n'importe quelle partie du terrain. Tu avais Hans Van Aken. Même contre la Fiorentina, quand je sais plus quel joueur. Moi je trouve Salonique, tu as ce public, tu sais que ça va être un match compliqué, et lui franchement. Mais tu vois, contre la Fiorentina, je ne sais plus quel joueur était blessé ou était en tout cas sur le côté à un moment. Il s'est retrouvé quasiment arrière gauche, puis 3 minutes après quasiment arrière droit, puis milieu offensif. Il était partout quoi. Omniprésent. Et alors, je vais dire dans ce toucher de balle, ces ballons en un temps, enfin, c'était du tout grand Hans Van Aken. Hans Van Aken n'a pas joué une seule minute sous Tedesco. Il a déjà été appelé, mais il est toujours resté sur le banc sous Tedesco. Donc il faudrait... moi, je dirais qu'il pourrait peut-être remplacer par exemple un Arthur Vermeeren. Il a été rappelé la dernière fois, mais je pense que Tedesco avait tout de même sous-entendu qu'il faudrait qu'il joue.
pour continuer à faire partie du groupe. Et depuis sa dernière sélection, Vermeeren n'a pas joué 1 minute avec l'Atlético Madrid. Donc c'est quand même, ça pose quand même problème, je pense, d'arriver à l'Euro sans avoir joué une seule minute. Donc je pense qu'il pourrait remplacer effectivement Arthur Vermeeren, parce que c'est peut-être celui qui a le profil le plus proche, c'est-à-dire un milieu relayeur, un milieu avec une bonne vision du jeu, une sorte de box-to-box, un jeu vers l'avant, etc. Et je pense très sincèrement qu'en sortie de banc, un Hans Van Aken apporterait plus qu'un Arthur Vermeeren, de par son expérience, de par sa qualité, son jeu de tête, de par sa présence physique, de par même son leadership. Et c'est un joueur aussi qui, s'il est appelé, ne se formaliserait pas d'être sur le banc toute la compétition et de juste être utilisé si on a vraiment besoin de lui. Donc je pense qu'effectivement que Van Aken mériterait probablement sa place. Je pense on l'oublie, il n'était pas là non plus en mars parce qu'il était, oui bien sûr, parce qu'il était blessé en mars, mais c'est Yannick Carrasco. Je pense que les supporters belges qui espèrent ne pas revoir Yannick Carrasco à l'Euro en seront pour leurs frais. Carrasco a toujours été titulaire quand il était là avec les Diables, 8 fois sur 10 pour être précis. Les fois où il ne l'a pas été, c'était plus ou moins parce que Tedesco a fait tourner. Je pense que Carrasco en sera. Il n'était pas là en mars, donc ça fait déjà un nom que vous rajoutez. Et ça devient compliqué à ce moment-là pour un Alexis Salemakers, par exemple. Alors que, en termes c'est plus un joueur d'avenir, Salemakers, c'est un joueur qui joue dans un meilleur championnat également. Mais en termes d'expérience, je pense que Carrasco en sera. Je ne suis pas forcément ravi de ça parce que je ne suis pas le plus grand fan de Yannick Carrasco qui soit. Mais je pense qu'il faut aussi savoir à un moment se mettre dans la tête du sélectionneur. Et si on se met à la place de Tedesco, Yannick Carrasco en sera, mais en fait ça n'ouvre pas tellement de place parce que comme je le disais, il y avait 25 joueurs la dernière fois. Faut pas croire que d'un coup Alessio Castromontes va débarquer dans la sélection, que Dries Mertens va faire son grand retour. Non, parce que le réservoir est déjà quand même assez large, donc je pense qu'un Michy Batshuayi ne va pas tout d'un coup sauter du groupe alors qu'il a toujours été là, donc je pense qu'au final le groupe il est fait à 98%, et c'est juste un ou deux noms qui sont ça offre peut-être plus de possibilités en cas de blessure, d'avoir un groupe plus large pour aller ramasser ça, quoi. Mais donc comme tu dis, avec un groupe de 25, la dernière sélection, on n'aura pas de grosses surprises. Non, effectivement. Et De Bruyne qui va revenir en plus, quoi. De Bruyne va revenir, effectivement. Dries Mertens, c'est un peu dommage peut-être pour lui, qui fait une saison vraiment... il est impliqué dans 28 buts cette saison. Il en est à, je crois, c'est 11 assists et 17 buts, je crois que c'est dans ce sens-là, oui. Donc vraiment une saison sans faire de bruit, une saison fantastique avec Galatasaray, qui est leader du championnat de Turquie. C'est compliqué quand tu as des Bakayoko, des Luke Bakio. Ouais, mais si tu le prends comme attaquant de pointe, à la place d'un Batshuayi qui joue dans le même championnat et qui fait pas une meilleure saison, ça pourrait se justifier, je trouve. Moi, à choisir dès le début, j'aurais préféré garder Mertens que Batshuayi, mais voilà, Batshuayi a les chiffres pour lui en sélection. Les stats, c'est quand même effrayant aussi, Batshuayi. Les stats de Batshuayi sont assez, je veux dire, c'est vraiment le super joker. Super joker, donc je veux dire, pour la position de Mertens, effectivement, t'as Bakayoko qui fait quand même une grosse saison aussi. Même si en équipe nationale, on attend toujours le match référence de sa part, quoi. Oui, mais il a que 20 ans, donc je pense que ça Voilà. Bon, on le cite quand même dans... Puis il y a Openda aussi devant, c'est compliqué. Quand on voit la saison qu'il fait avec Leipzig. Openda dont on attend aussi un match référence. Mais je veux dire, devant, on est quand même bien loti. Il n'y a pas à dire. On est vraiment très bien loti. Oui, sur les ailes, mais en pointe, honnêtement, derrière Lukaku, on a vraiment intérêt à prier tout ce qui est possible de prier pour que Lukaku ne se blesse pas avant l'Euro, parce que honnêtement, vu les matchs d'Openda en sélection, et Batshuayi titulaire, c'est pas et un Batshuayi qui est plutôt un joker qu'un titulaire, moi j'espère vraiment que Romelu Lukaku arrivera à l'Euro en pleine forme, parce que sinon je pense que derrière lui on n'a pas grand chose, mais bon voilà, on verra, et la sélection ce sera pour dans quelques semaines. On a quelques matchs de championnat à couvrir avant ça. Lundi prochain, il y aura le soulier d'ébène qui sera décerné à Bruxelles, donc ce titre, ce trophée qui récompense le meilleur joueur africain ou d'origine africaine de notre championnat. Je vais rappeler la liste des nominés. Donc on a Kevin Deiki du Cercle de Bruges, on a Tissou Dali, El Kanous, Aboubakari Koïta, et on a Keita, ouais, tout à fait. Donc moi je pense qu'il y a un grand favori qui se détache quand même. C'est Tissou Dali. Je pense aussi. Donc
Voilà Bruno, je vais te laisser citer ton favori pour toi pour ce trophée. Pour moi c'est Denki. Hein. Ouais, Kevin Denki. Manifestement, toute grosse saison. Je pense que si le cercle est en play-off 1, c'est quand même aussi grâce à lui qu'il le doit. Et c'est d'autant plus beau que bon, il y a pas mal de points d'interrogation concernant le Denki il y a quelques mois. Et il s'est vraiment révélé cette saison. Buteur, bon, il ne va pas faire de vieux os au cercle manifestement. Mais voilà, je crois que pour lui, comme pour les vainqueurs passés, il y a une belle carrière qui l'attend, parce que c'est ça qui est un peu caractéristique du soulier d'ébène. Quand on voit le palmarès du premier, qui était Daniel Amokachi, jusqu'au dernier, ce sont tous des gars qui se sont exprimés en Belgique avant de faire vraiment des carrières fantastiques à l'étranger. Donc Amokachi, il était parti de Bruges à Everton. Après Amokachi, c'était Victor Ikpeba, qui était parti de Liège à Monaco. Et en fait, ils ont tous su rebondir et faire des carrières très très prometteuses. Et je pense que Denki, si c'est lui, il est parti pour marcher sur leurs traces. Mais je pense que la même chose peut être dit pour Koita Saint-Tron, qui a aussi marqué les esprits. Elkanous, on sait que lui aussi est suivi. Donc c'est un beau panel de nommés cette année. Julien, tu vois aussi Kevin Denki? Oui. Ça aurait pu être Koita s'il avait tenu la même forme qu'en début de saison avec Saint-Tron. Mais Denki a pour lui la régularité cette saison qui est incroyable. On voit la saison passée qui était un peu moyenne, et puis cette année il a complètement explosé. Ouais. Donc ce serait totalement justifié. Ce sera, comme tu dis, une belle manière aussi pour justifier un transfert encore plus vers un club plus réputé. Je vais donc pour rappel les derniers vainqueurs. Hein, donc le tenant du titre. Est-ce que vous savez qui est le tenant du titre du soulier d'ébène? Le dernier vainqueur du soulier d'ébène. Je me prends un peu au piège là. Oui. Oui, bonne question. C'est Mike Trésor. Mike Trésor, Mike Trésor, qui est parti. En tête que c'était un Belge d'origine. Oui, c'est Mike Trésor, donc qui était meilleur passeur du championnat la saison passée. Et lui, pour le coup, transféré à Burnley, il a un petit peu disparu. C'était pas le meilleur choix, je crois, de sa part. Je pense que son style de jeu n'était pas très adapté au championnat d'Angleterre. Un joueur un peu nonchalant, qui a toujours eu un peu de mal quand le rythme s'accélérait, donc c'était pas un bon choix de sa part. Mais avant ça, quand même, Tariq Tissoudali, Paulo Nuachu, Mbokani, qu'il regagne en 2020, c'est vrai, après ses saisons à l'Antwerp. Samata qui avait signé à Aston Villa, Anthony Limbombe qui s'est un peu perdu, mais qui a bien rebondi maintenant en D2 avec Beveren, tout à fait, qui à mon avis, lui ne restera pas en D2 avec Beveren, vu sa saison, Limbombe. Et avant ça, Yuri Tielemans, Sofiane Ani, Nesken Sebano, Michi Batshuayi, Mbailey, Mbokani, Lukaku. Et en fait, pas mal de joueurs qui auraient, par exemple, un Lukaku qui n'est pas resté assez longtemps pour gagner un soulier d'or, a été récompensé du soulier d'ébène. Oui, parce que le soulier d'ébène, c'est sur une saison, et donc ça aide. Ce qui rend en fait le soulier d'ébène sur ce plan-là plus légitime parfois qu'un soulier d'or qui peut être remis à un joueur qui n'est pas assez bon pour partir, qui donc reste sur toute l'année civile. J'ai déjà donné mon avis à ce sujet-là. Un Denis Prat soulier d'or à l'époque, c'était quand même une belle fraude. Je peux pas en dire plus. Mais moi, je pense que si surprise il devait y avoir, ce serait Bilal Elkhanous, qui est fantastique avec le Racing Genk, qui se montre décisif cette saison, et qui enfin a ajouté les statistiques à la manière. Donc moi, je mettrais peut-être une petite piécette sur, parce que ça dépend évidemment toujours des votants, la sensibilité des votants. Est-ce qu'ils vont aller voir juste les statistiques à ce moment-là, effectivement, avantage Denki, ou est-ce qu'ils vont aller voir peut-être le fait que l'élégance aussi, une bonne canne de la part de Elkhanous, ou en tout cas une présence en sélection nationale. Je ne sais pas. Moi, je pencherais plutôt pour Denki, mais je me dis que Elkhanous peut le lui chipper sous son nez. Et de toute façon, tous deux vont rapporter un sacré montant à leur club cet été. C'est certain. Denki, le Cercle de Bruges en demande entre 15 et 20 millions. Je pense qu'il pourrait plutôt toucher proche des 15 que des 20. Elkhanous, par contre, pas mal, on parle de... Si le Cercle va chercher une qualif européenne, on sera plus proche des 20 que des 15 alors. Probablement. Alors que Elkhanous, je pense que là, on parle peut-être même de la dizaine supérieure, peut-être même un 30 millions pour un joueur pareil avec un statut d'international marocain. Donc, en plus. Mais voilà, on sera attentif à ça. Lundi prochain,
depuis Bruxelles, donc le soulier d'ébène pour succéder à Mike Trésor. Un petit pronostic pour la finale de la Coupe de Belgique qui a lieu donc ce jeudi, si je ne dis pas de bêtises. Jeudi après-midi. Ce jeudi 15h, parce que c'est jeudi de l'Ascension, donc normalement il n'y a pas de problème, les gens sont en congé. Moi je vois, et je vais vous surprendre, je vois l'Antwerp battre l'Union. Parce que je sais pas, je crois au signe et je sens que l'Union est en train de tout laisser, de tout laisser tomber, de passer à côté de quelque chose cette saison. Donc je vois l'Antwerp pour la dernière opportunité de Van Bommel de prendre un trophée. Je vois l'Antwerp, je l'ai senti l'Antwerp aussi très agacé après le match de ce week-end. J'ai senti un Alderweireld très frustré notamment. Je pense qu'ils veulent pas ils veulent pas qu'on se souvienne d'eux comme ce qui se passe cette saison. Je pense que je vois l'Antwerp à l'ego, à l'orgueil, aller shipper ce trophée à l'Union, au grand désespoir des unionistes qui passeront à côté d'un trophée et probablement des 2 trophées cette saison. Mais je vois l'Antwerp gagner cette Coupe de Belgique et se succéder à lui-même, faut le rappeler, son détenteur de la... Ce qui n'est plus arrivé depuis très longtemps. Et ben voilà, justement, moi je brise les cycles, moi. Donc l'Antwerp va se succéder à lui-même et gagner cette coupe. Bruno, moi je vois l'Union. Tu vois l'Union, parce que tu voudrais que l'Union la gagne, parce que ça nous ferait plaisir, évidemment. Parce que je dis pour ce que cette équipe a fait depuis 3 ans, il mérite d'avoir quelque chose. Bon, je pense que dans ce que tu as dit, il y a peut-être beaucoup de vérité, mais voilà, le SL... tu auras quand même le spectateur neutre qui sera pour l'Union, je crois. Bah oui, on est à Bruxelles quand même. Donc, effectivement, je pense donc voilà. Mais ça dépend parfois de peu de choses. J'espère un arbitrage conséquent. À niveau, surtout. À niveau, parce que, bon, il faut peut-être le rappeler aussi, on n'aura aucun arbitre belge à l'Euro. C'est quand même un signe qui ne trompe pas non plus, Et je te dis, dans ce que j'ai vu, dans les décisions qui sont prises, c'est parfois à s'arracher les cheveux. Des trucs que tu comprends pas, ou tu as l'impression que quelque chose là derrière. Il y a quelques semaines, je voyais le match Liverpool-Crystal Palace. Tout en principe, ça pose pas de problème, c'est Liverpool qui est le grand favori. Crystal Palace va s'imposer 0-1 et tu peux dire tout ce que tu veux, l'arbitre ne va pas accorder un penalty ou ne va pas revenir sur une décision. Non, c'est du foot, il faut pouvoir accepter. Un jour, tu es dans un jour sans, l'adversaire en profite, c'est comme ça. Et il ne faut pas du rafistolage. Je dis, quand je vois le match Antwerp-Bruges, écoute, l'Antwerp a eu un penalty, mais par après on méritait un deuxième. Mais c'était clair et net. C'était l'une des raisons de la colère d'Alderweireld que j'ai mentionné, qui était vraiment pas content. Et c'est pour ça que j'ai l'impression que l'Antwerp va arriver remonter comme un pendule pour cette finale. Peut-être. Et aller chercher cette coupe. Peut-être. Et ce ticket européen. Aurait pu avoir une rouge rapidement aussi. Ça aussi. Ça, il faut dire aussi. C'était jaune-orangé, on va dire, mais bon, ça aurait quand même été d'une sévérité pour le coup. Je pense qu'il y aurait eu aussi à discuter sur l'arbitrage s'il avait pris une rouge aussi vite. C'est vrai, rappelons le record, 5 secondes pour un carton jaune pour Janssen. Ça, je crois que personne ne peut battre ce record, c'est pas possible. Il y a moyen. Sachant que le précédent record datait déjà de cette saison, c'était Abner. Lors de RWDM Anderlecht, il avait pris un carton jaune après 17 secondes. Qui ça Abner, le latéral de RWDM. Faute sur Léonie après 17 secondes, carton jaune. Il l'avait bien secoué. Voilà. Il faut marquer son territoire dès le départ. Et là, 5 secondes, à moins de courir sur le gars qui vient de donner le coup d'envoi et lui mettre un tampon, je vois pas comment on peut faire plus vite que 5 secondes. Oh bah tu empêches le coup d'envoi. Empêcher le coup d'envoi d'arriver, voilà. C'est carte jaune, effectivement. Voilà. Si quelqu'un veut rentrer dans l'histoire, il sait ce qu'il lui reste à faire. Mais donc voilà, Julien, toi, ton pronostic pour cette finale de Coupe de Belgique, l'Union, mais en te rejoignant un peu que l'Inter va avoir un sentiment de révolte. Donc ce ne sera pas une victoire aussi facile que l'Union a eu sur les 2 matchs en play-off. Des tirs au but. On veut des tirs au but en finale, on veut du drama. Non, pour le spectateur neutre, ça peut être sympathique, mais je vois un match compliqué, mais l'Union émerger. D'accord. Écoutez, moi je serais très content pour l'Union s'ils avaient cherché ça. Moi, mes pronostics, ce sera 4-0 pour l'Union après 20 minutes. Ouais, je suis meilleur pour pronostiquer le MMA que le football, donc vous êtes prévenus. Généralement, quand je dis quelque chose, c'est l'inverse qui se passe. Donc
Pour Burgess, ça va. Oui, c'est vrai, pour Burgess, c'est plus ou moins du MMA. Mais voilà, donc on a 2 Unions contre un Antwerp. On verra. Mais comme ça, c'est bien, il y aura au moins quelqu'un qui aura raison sur le plateau. Mais je veux bien l'Union au tir au but, hein, avec Maurice qui en arrête 3 par exemple. Ah, pour la rédemption de Maurice, qui pour le coup s'est bien repris après ses erreurs de début de saison. Il a encore fait un bon match ici contre Anderlecht. Donc, j'ai vu une stat que c'était les 2 gardiens de chaque équipe étaient ceux qui avaient eu les meilleures notes. Oui, Schmeichel comme Maurice, tout à fait. Ce qui en dit aussi un petit peu long sur la qualité des joueurs de champ dans ce match. Mais voilà, ça c'est autre chose. Mais voilà, messieurs, merci. Et à lundi prochain, donc pour débriefer, là pour le coup on aura la finale de la Coupe, on aura le match du Club de Bruges quand même, parce que si on a un club belge en finale de Coupe d'Europe, il y aura de quoi être très content. Et encore une journée de play-off, elles sont toutes importantes maintenant. Ce sera la fin des playdowns aussi. Ce sera aussi la fin des playdowns, tout à fait. Et on saura si on doit faire un éloge funèbre du RWDM ou pas, comme on a fait celui de Penn ce lundi. Salut à tous, à la prochaine. Oui.